Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, écoutez, aujourd'hui, on va faire le point hebdomadaire, hein, comme d'habitude, sur l'actualité crypto, mais également économique. Donc, dans la partie actualité crypto, eh bien, je vais aborder comme vous savez, le Bitcoin notamment et le secteur du RWA avec Ondo Finance, VeChain, XRP, bon, Ripple et Chainlink notamment, Plume, tout ça. Notamment sur VeChain, je vais faire un petit focus là pour voir où on en est clairement parce que comme c'est un peu le bazar au niveau du prix, déjà au niveau de plein de choses, je voulais vraiment faire le point et donc je vais vous en faire part. J'ai carrément fait un petit rapport, c'est un PDF, on va voir pour analyser tout ça. Même en tant qu'investisseur, je trouve que c'est assez sympa d'essayer de prendre du recul pour être le plus objectif possible, hein, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Je pense que en tant que si vous êtes investisseur vous-même, c'est pas évident d'être totalement détaché de ce sur quoi on mise, parce qu'en général, si on mise sur quelque chose, c'est parce qu'on y croit. Donc forcément, voilà. Donc je vais vous faire le point de façon la plus objective possible, même sur VeChain, pour dire où on en est, parce que j'ai beaucoup de commentaires, de questions sur le projet, donc j'en ai profité pour faire le point. On va voir ça ensemble. Et puis après, en deuxième partie de vidéo, je passerai aux actualités crypto plus générales, mais également surtout économiques, avec notamment la guerre Iran-États-Unis. Bon, on pensait que ça allait durer une semaine, d'après les propos notamment de Trump, hein, au début, mais en fait, on se rend compte que là, on est déjà le 20 mars et la guerre est toujours en vigueur, et même, il y a des éléments qui portent à croire que ça va s'empirer. Donc bon, voilà, et il y a déjà des impacts très forts, notamment sur le reste du monde au niveau énergétique. Et c'est que le début. C'est ça qui inquiète un peu quand même. Ça a duré, hein, clairement, et donc c'est pour ça que les marchés là sont en train de tanguer. Et là aussi, j'ai fait on va dire un rapport pour expliquer justement, essayer d'expliquer, essayer de comprendre même pour moi ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc on va voir tout ça. N'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la vidéo, la chaîne, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et puis sinon, bah, ne pas laisser des commentaires, vos avis. Pour moi, c'est toujours précieux d'avoir tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti, on y va. Donc, je commence avec le rapport de Farsight Investor, hein, sur les ETF Bitcoin Spot 16 semaines. Et regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, c'est positif. Déjà fait le point la semaine dernière et on constate qu'effectivement, depuis qu'il n'y a plus la manipulation de Jane Street sur le Bitcoin, les flux, en tout cas en moyenne d'une semaine sur l'autre, ont tendance à être positifs. Donc là, regardez, on a eu la semaine dernière, où il y a 2 semaines, 2 jours négatifs, effectivement, qui ont plombé la semaine, mais la moyenne était plutôt positive en termes de flux de capitaux entrants. Et cette semaine, c'est pareil. Regardez, on a des flux qui sont largement positifs par rapport aux 2 derniers jours. On a des flux sortants. Donc on remarque une chose, c'est que depuis que James Street se fait en fait pincer la main dans le sac, eh bien depuis, eh bien les ETF Bitcoin Spot repartent dans le vert en termes de flux entrants de capitaux. Et ça se voit très bien, vraiment, avec la courbe, hein, de cumulé, où on retrouve carrément des niveaux de plateau en fait, décembre 2025, quasiment. Bon, donc ça fait un peu rêver quand même de voir que, alors après, peut-être c'est une coïncidence, encore une fois, on ne sait pas, on se rappelle jamais avec précision les impacts de Jane Street et de la manipulation sur le Bitcoin de la part des institutionnels, mais on a quand même de grosses coïncidences et de forts doutes en tête. Voilà. Bon. Donc ça, c'est le lien quand même assez intéressant, mais c'est déjà une chose, c'est que ça repart en tout cas à la hausse pour le moment. Après, on va voir ce que ça donne, parce qu'honnêtement, avec la guerre Russie-Ukraine, en tout cas, bah, Russie-Ukraine d'un côté, mais également Iran, bien sûr, États-Unis, Israël. Et donc, c'est le boxon, on va voir tout ça. Mais en tout cas, les flux sur les ETF Bitcoin sont peut-être pour l'instant la seule chose positive vraiment sur l'ensemble de l'écosystème de financier. C'est ça qui est fou, faut le dire si on fait le point là à l'instant T. C'est ça qui est incroyable. Ensuite, là, pareil pour Ethereum, c'est exactement donc la même chanson, puisqu'on a des flux qui sont également en moyenne positifs cette semaine. Malgré les 2 derniers jours, on a des flux négatifs
sur les ETF Ethereum Spot. Et donc là, vous voyez, effectivement, sur la courbe, on voit que ça repart légèrement à la hausse sur les flux d'Ethereum, même si que c'est moins prononcé sur les ETF Bitcoin. Bon. Donc là, quand on voit, en fait, encore une fois, quand je dézoome, je sors de la tête du guidon, et que je regarde ces courbes-là, je me dis, bah, effectivement, il n'y a pas de réel bear market sur les ETF. Je dis bien sur les ETF Bitcoin, Ethereum. Donc, il n'y a pas de bear market pour l'intérêt institutionnel malgré la chute des prix du Bitcoin. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est très intéressant, c'est très positif, encore une fois, sur le moyen et long terme, simplement parce que ça prouve qu'il y a réellement un intérêt malgré on dirait cette catastrophe, on va dire environnementale, je dirais de contexte autour du Bitcoin, soit en termes de prix, de sentiment de marché et de contexte géopolitique, faut le dire, eh bien, c'est très positif de la part sur ce plan-là. En tout cas, et c'est un point très important, bien évidemment, parce que c'est ce qui change la donne par rapport au précédent cycle, je dirais, sur le Bitcoin, Ethereum et les altcoins notamment. Donc, pareil, là, je passe à Solana et je continue. Et là, effectivement, on a une semaine qui est positive également sur Solana, à tel point qu'on atteint un nouveau record, d'après ce que je vois, de 985 millions de dollars injectés au total sur le marché des ETF Solana. Donc très positif, et même pour XRP, là je passe à XRP, eh bien ça repart à la hausse. Là on était à, souvenez-vous, à 1100 millions de dollars de total d'actifs sous gestion pour les ETF XRP, là, nous sommes désormais à 1200. On a gagné quasiment 100 millions de dollars d'actifs sous gestion sur les ETF XRP. Bon. Donc c'est intéressant. On voit vraiment que là, le résumé déjà des ETF, c'est que c'est extrêmement positif. Ça repart à la hausse, ou du moins cette semaine, c'était positif, et la semaine dernière également. Donc depuis effectivement la fin de la manipulation de Jane Street, les flux de capitaux entrants sont positifs sur les ETF Ethereum, Bitcoin et également tout le reste. C'est quand même marrant à constater. Je continue maintenant, je passe aux articles, vous savez, donc là sur le Bitcoin. Et donc cointribune.com, JP Morgan accepte le Bitcoin et l'Ethereum comme garantie de prêt pour les institutions. Donc on voit bien qu'il y a vraiment là des chevaux de bataille qui sont en plein dans la sphère institutionnelle. Donc on voit bien qu'il y a une tendance du retail, la masse, où bon, on désintéresse du Bitcoin parce que justement le Bitcoin en fait c'est de la daube, puisque ça baisse en termes de prix. Si on suit le cheminement, le raisonnement malheureusement de la masse, de monsieur, madame, tout le monde, aujourd'hui le Bitcoin c'est de la daube. Ouais, oui, ça a pris moins 40%, moins 50% dans l'air, donc franchement, faut éviter, c'est le casino. C'est vraiment ça, Là, on réentend ce genre de discours, et de toute façon, à chaque bear market, on réentend ce discours jusqu'au la prochaine vague de hausse du Bitcoin, qui ne tardera pas à arriver. J'en suis convaincu personnellement, où là, on aura les mêmes personnes qui diront qu'elles regrettent de ne pas avoir investi sur le Bitcoin. C'est tout le temps comme ça. C'est vraiment, c'est un sketch, il faut en faire un sketch. Voilà. Et donc, ça prouve que les institutionnels qui ont une stratégie et une vision et qui ont étudié la question, eh bien, malgré la tendance de marché actuelle, eh bien, continuent de construire autour du Bitcoin et Ethereum des services, notamment pour mélanger toujours plus l'aspect de l'affaire finance traditionnelle avec la finance décentralisée crypto, tout simplement. Donc, très positif, encore une fois, sur le moyen long terme. Après, là, je passe à Coin Academy. Coinbase tokenise son fonds Bitcoin et vise 100 milliards de dollars d'actifs blockchain d'ici 2027. Voilà. Donc, c'est une étape majeure dans la tokenisation des actifs traditionnels avec son partenaire Apex Group. Donc, là aussi, institutionnel, donc Coinbase, je rappelle, une des plus grosses plateformes exchange mondiales, bon, se plonge à la fois, ça qui est intéressant, dans le Bitcoin toujours plus, mais également dans la tokenisation des actifs et même des fonds Bitcoin. C'est là où c'est intéressant, parce qu'on a la tokenisation, en fait, de la crypto également. Bon, voilà. Mais du coup, pour vous dire que les institutionnels n'ont pas lâché le Bitcoin, loin de là. Après, là où c'est très intéressant, et en plus, on va faire le lien, je vais vous expliquer un peu ma vision des choses avec le court terme, et ça, c'est spécifiquement lié à la guerre qu'il y a avec l'Iran, États-Unis, Israël. Et donc là, il y a un article de cointribune.com, on a Polymarket et Kalshi voient le Bitcoin sous 55 000 dollars d'ici décembre. Donc il y a deux choses. Un, cet aspect-là, en fait, de contexte géopolitique qui pousse tous les marchés et la crypto également en avant-première vers le bas, tout simplement parce qu'on a un retrait de liquidité de la part en fait, de la majorité des investisseurs pour que tout aille vers le bas, c'est qu'il y a un retrait de liquidité,
les gens vendent, entre guillemets, en masse pour récupérer du cash, entre guillemets. Parce que tout de suite en même temps, vous allez voir, je vais vous montrer toutes les courbes, c'est assez impressionnant quand même ce qui se passe. Donc, la liquidité, où elle va? Ben, vu que tout baisse, elle va nulle part. Donc, les gens, ça veut dire qu'ils récupèrent leurs capitaux en prévision de plus de baisse. C'est ça que ça signifie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a en plus le sentiment de marché qui est également catastrophique, parce que là, Polymarket et Kalshi, donc les deux plateformes de Paris, hein, je rappelle, prévoit donc un Bitcoin sous 55 000 dollars. Ça veut dire que la majorité des parieurs prévoient justement la continuité du bear market. Donc là, on a la preuve nette avec Polymarket et Kalshi que la majorité des gens ont capitulé en termes de tendance sur les crypto-monnaies et le Bitcoin. Et donc là aussi où ça se revoit, tout ce sentiment de marché-là, c'est que même certains institutionnels, notamment journalducoin.com, là, on a Standard Chartered qui est sur le court terme, Bitcoin à 50 000 dollars et Ethereum à 1400 dollars avant un rebond. Donc Standard Chartered reste optimiste cependant sur le long terme. Donc on voit que les institutionnels, ils ont bien la vision de sur le court terme, c'est la merde, faut le dire, ça va se péter la figure, mais sur le long terme, on repartira à la hausse, on fera tout péter. Tout simplement. Mais c'est là où je trouve c'est très intéressant, je vous explique quoi, genre encore un article dans ce sens-là, cryptost.fr, les Waves Bitcoin vendent leurs Bitcoin presque immédiatement rachetés par les institutions. Hmm. Donc Bitcoin traverse actuellement une phase de redistribution marquée par des ventes importantes de la part des investisseurs. Donc historiques, ces mouvements observés sur plusieurs portefeuilles anciens sont toutefois absorbés par une demande croissante, notamment institutionnelle. Donc, on se fait en fait dans une phase de consolidation, donc malgré un contexte de marché incertain, c'est pas moi, c'est l'article qui le dit ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a même en fait, des personnes, des particuliers, ouais, donc des baleines, qui vendent leur Bitcoin et qui sont directement achetés par les mêmes institutionnels, au final, qui nous ont dit pendant 15 ans qu'il fallait jamais acheter du Bitcoin. Ça fait rêver quand même, quand on voit la situation aujourd'hui. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai vu cette série d'articles très bien, hein, très bien construit, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'on a un consensus, encore une fois, que le Bitcoin va se péter la gueule, en fait. C'est ça que je trouve vraiment très intéressant et on sait que le Bitcoin ne fait jamais ce que prévoit le consensus, ou du moins très rarement. Alors là, je vous dis pas que le Bitcoin va faire un doigt d'honneur, un pied de nez à tous ces articles-là, à toute cette tendance, ce consensus, parce que autant il va vraiment aller à 50 000 dollars, et c'est possible, hein, tout à fait, et peut-être même probable quand on voit le contexte géopolitique, et je vais expliquer comment et pourquoi, mais je ne serais pas non plus surpris, je vous le dis clairement, qu'il fasse l'inverse, qu'il reparte à la hausse et qu'il surprenne tout le monde, parce que le Bitcoin, on l'a vu par exemple quand il s'est craché en octobre. Alors après, il y avait la manipulation au milieu, certes, mais il a surpris tout le monde. Après, on avait pendant 2 ans, moi en premier lieu, hein, t'es convaincu que 2026 serait une année de fou pour le Bitcoin. Bah, 2026, on a eu la totale. Ah, n'importe quoi, en plus dans la guerre, bref. Voilà. Donc, tout ça mélangé fait qu'à chaque fois qu'il y a un consensus, le Bitcoin, on constate que finalement, il fait l'inverse. À la fois quand on se pense qu'il va aller vers le haut et à la fois quand on pense qu'il va aller vers le bas. Donc, aujourd'hui, vraiment, sur le court terme, encore une fois, sur le court terme, je ne sais absolument pas ce que va faire le Bitcoin. Je n'ai pas de boule de cristal, je suis pas devin. Encore une fois, je réitère, moi, ma position sur le long terme, encore une fois, c'est que, effectivement, le Bitcoin, ça va devenir la valeur, refuge numérique, qui va quelque part se compléter avec l'or en termes voilà, l'or va rester sur la sphère physique, le Bitcoin sur la sphère numérique. Mais en plus, le Bitcoin va participer à la mondialisation et au remplacement des monnaies. C'est-à-dire qu'il va pas pouvoir remplacer les monnaies parce qu'il n'est pas conçu pour ça, mais il va pouvoir jouer son rôle d'or numérique dans un nouveau système monétaire mondial qui sera plus ni l'euro, ni le dollar, ni toutes ces shitcoins, banques centrales. Il y aura d'autres choses. Parce que aujourd'hui, on est en train d'assister, je pense, et on est peut-être au début de la fin de tout ça, du dollar, de l'euro, poussé justement par la guerre, et je vais vous en parler derrière pour plus de précision, bien sûr. Voilà.
Mais tout ça fait que je trouve ça très intéressant à un moment en plus, et c'est ça qui est quand même étonnant, ce contraste toujours saisissant, c'est que là, je suis sur cryptocant.com et on a toujours massivement des retraits de Bitcoin sur les plateformes exchange. Donc on m'explique justement où vont ces Bitcoins. Ah, ils vont où ces Bitcoins? Parce que là, vous voyez, les plateformes exchange, ça fait quand même depuis là 2022-2023 qu'on a sans cesse une perte de Bitcoin sur les plateformes exchange. Donc il y a une crise de liquidité qui s'accentue malgré les prix du Bitcoin qui avoisinent toujours les 70 000 dollars. Vous voyez? Donc il se passe quelque chose quand même. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc on a un sentiment de marché catastrophique. On a un contexte géopolitique catastrophique, on a des marchés en fait catastrophiques, mais on a toujours une crise de liquidité de Bitcoin qui s'accentue au fur et à mesure du temps. Donc tôt ou tard, cette crise de liquidité va devenir un fondamental et donc ce fondamental va fixer les prix, parce que les prix dépendent simplement de la liquidité. J'invente rien, ça a toujours marché comme ça. Donc, voilà, c'est pour vous dire, je suis ultra toujours bullish sur le Bitcoin et même d'autant plus aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau mondial et quand on voit la fragilité du système au final dans lequel nous vivons, quand on voit même l'impact juste de la fermeture du détroit d'Ormuz hein, sur l'ensemble même des pays d'Asie du Sud-Est, notamment Vietnam, Laos, Cambodge, on voit les catastrophes que c'est, les répercussions que ça a. En fait, en un mois, on a flingué une grosse partie de la Terre. Et l'Europe, alors l'Europe, nous, genre, nous, on a la palme d'or, vraiment des champions du monde. Vous en parlez bien sûr dans actualité économique, mais nous, vraiment, on a la palme, hein. Franchement, on est bon, quoi. On est bon. Bon, donc sur ce, pour voilà, finir sur le Bitcoin, sur le court terme, on voit vraiment que c'est pas le sentiment de marché est vraiment au bear market en fait, clairement. Bear market, capitulation massive des gens, des particuliers, euh, projection même de certains institutionnels Standard Chartered en bear market court terme, mais une fois que ça a passé, après on va repasser sur le long terme. Mais en même temps, je ne serais pas étonné que justement, vu que le consensus est au bear market sur le court terme, eh bien en fait on repart à la hausse tout simplement sur le Bitcoin. En plus, dans un contexte international tendu où le Bitcoin pourrait prendre sa valeur refuge plus vite qu'on ne le pense. Voilà. C'est une hypothèse, hein. Donc ça, je vous dis pas, là, je ne sais pas. C'est des hypothèses. Bon, quand je vous dis, je ne sais pas ce que va faire le Bitcoin, mais tout est sur la table. Parce que là, on est dans un cadre tellement hypothétique sur tous les niveaux que voilà, quand on voit que même au niveau géopolitique, bah là, on est un peu suspendu aux propos de Trump, et que Trump, bah, il dit jour et nuit, il dit blanc et noir tous les jours, un peu compliqué de faire des projections. Bon, voilà. Donc, je continue pour le Bitcoin, mais je reste vraiment très positif là-dessus. Il n'y a pas de souci sur le moyen long terme, c'est évident, pour moi en tout cas. Je passe maintenant à Bitchain et là, c'est là où je vais faire un point plus précis désormais, très intéressant. Enfin, je pense que ça va être intéressant pour nous, hein. En tout cas pour moi, ça a été intéressant, donc j'espère que pour vous ça le sera. Donc du coup, j'ai la première chose, là j'ai un tweet de Paul qui est simplement le partenaire, managing partner comme ça de VeChain Statistics. C'est lui qui est derrière la construction de toute la plateforme, vous savez, de VeChain Stat que je vous montre toutes les semaines pour mettre à jour les chiffres, les données sur la blockchain de VeChain. Et donc il a noté une chose intéressante, c'est que là, il y a des validateurs de Binance et 4 validateurs de Bitvavo, donc un seul de Binance et 4 de Bitvavo, qui ont, ça y est, désormais rejoint l'écosystème de VeChain en stakant un total de 600 millions de VeChain, vous savez, sur le projet Stargate, au final, avec la dernière mise à jour Hayabusa, pour générer derrière des VTHO. Et donc, à eux seuls, ils ont fait en sorte que ça a fait booster de 9% la génération de VTHO, parce que vous savez que désormais, générer du VTHO, il faut staker ces VeChain. Voilà, donc c'est la nouvelle tokenomics du projet, dont l'objectif est simplement de faire diviser la génération de VTHO de base qui était vraiment n'importe quoi. Voilà, donc créer l'inflation
sur les prix du VTHO et donc de VeChain derrière. En fait, c'est l'objectif final de la fondation VeChain. Bon. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que c'est des plateformes exchange là, tout ça. Et donc, il s'attend en fait, Paul, tout ça, à d'autres, simplement d'autres plateformes exchange, en tout cas d'autres acteurs majeurs de plateformes exchange, à suivre cette tendance et à continuer à appliquer les VeChain, à utiliser ce nouveau système Hayabusa sur l'écosystème de VeChain pour tout ça. Donc là où c'est vraiment intéressant, voilà, donc je te pose la chose. Ensuite, je refais le point rapidement hein, sur les statistiques de VTN, mais c'est pas bon parce que vous voyez, on est vraiment en baisse large de nouvelles adresses. On a 2816 nouvelles adresses. Donc on voit que le momentum VBetter DAO, en fait c'est ça, hein, est totalement catastrophique. Ça y est que ça a été une bulle au final momentanée, mais qu'au final le nombre de nouveaux utilisateurs, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que le momentum s'est arrêté. Donc on a peut-être des fidèles qui continuent d'utiliser l'application VBTRDAO au quotidien pour X raisons, voilà, pour générer des revenus, mais je suis pas sûr parce que de toute façon on n'a pas de nouveaux portefeuilles massifs comme on l'avait par exemple durant 2025 quand il y avait la promotion de l'application VBTRDAO. Donc je pense qu'il y a deux phénomènes. Un, la lassitude. Deux, la chute. Alors il y a trois phénomènes. Deux, la chute du prix du token B3TR. Et donc bah, c'est plus très intéressant au final même de prendre son café en photo. Parce qu'au final, même si vous gagnez des récompenses, bah, elles valent rien. Donc au final, vous pourrez rien en faire. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et surtout, il y a le fait que VeChain ne fait plus vraiment la promotion de l'application VBTRDAO. Moi, j'ai constaté en regardant un peu leur Twitter, ils en parlent plus trop comme avant. Donc, on dirait qu'ils ont changé de fusil d'épaule et que ça y est, ils ont sorti l'application VBTRDAO. C'est une fonctionnalité, mais maintenant, c'est plus leur cheval de bataille. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on sent que ça y est, ils sont passés sur l'aspect industriel de nouveau. Et donc, on va y arriver, hein, l'aspect industriel. Alors d'abord, je vais vous montrer, mettre à jour la TVL qui est catastrophique. Il faut dire, quand on voit une TVL comme ça, bah, malheureusement, faut fuir. Ah oui, faut être objectif quand même. Quand on voit une TVL comme ça, c'est catastrophique. Si on regarde pas le contexte qu'il y a derrière, bon, bah, c'est sauf qui peut. Heureusement qu'en nombre de VChain, vous voyez un nombre de VChain, voilà, là c'est en dollars. En dollars, bah, il n'y a pas photo, le VChain s'est effondré, donc forcément un TVL aussi. Mais en nombre de VTN, on voit qu'on sauve encore un peu les meubles. On est sur des niveaux de 2022. Bon, ok, mais c'est pas terrible, hein, faut le dire, faut avouer. Maintenant, c'est pour ça que là, moi j'ai fait le point vraiment sur VeChain, une analyse approfondie. Je mets carrément un PDF là, je rigole plus. Où je vais être très objectif. J'essaye d'être très objectif, comme ça, parce que là, va se passer beaucoup de choses en 2026, autant sur la scène géopolitique que crypto, et aussi au niveau du VeChain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc après, je trouve c'est intéressant de mettre un peu les choses à plat sur VeChain pour voir après bah, même pour moi, je me pose la question, est-ce que tu continues? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, est-ce que c'est le moment de peut-être de mettre du capital sur un autre projet? Voilà, en tout cas, les capitaux frais, je veux dire, enfin, nouveaux, hein, sur le projet VeChain ou sur d'autres projets du style Undo, Chainlink et tout. Bon, donc j'ai voulu faire le point pour moi, c'est vraiment pour moi, hein, je l'ai fait à la base et je vous partage. Après, vous en faites ce que vous voulez, libre à vous justement de suivre un raisonnement identique ou opposé ou voilà. C'est moi je vous partage les informations et après c'est à vous de faire votre sauce tout comme d'habitude. De toute façon, vous savez, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc du coup là, la petite analyse complète sur VeChain. Déjà, ce qui est sympa, c'est que là on a les fondamentaux effectivement en supply chain. Je récapitule. On a l'arrivée du DPP, vous savez, les passeports numériques sur les produits très intéressants au niveau de la traçabilité de la supply chain. Donc, vous savez, j'en ai déjà parlé quelques fois, il y avait 2 semaines j'en parle, mais là, ça va vraiment prendre une place très importante pour l'avenir de l'écosystème. La plateforme VBTRDAO qui est en perte de momentum évident. Le projet Stargate, justement, là où je vous parlais de Paul, qui faisait la référence avec son tweet, eh bien, des nouveaux validateurs qui ont staké 600 millions de VeChain, en fait, hein, il me semble. Et donc, on a un total de 9 milliards de VeChain qui sont stakés sur les 87 milliards
de la supply totale de VeChain. Donc là, ça va être très important, hein, Stargate. Justement, enfin, je vous en parlais derrière pour cet aspect de supply total. Market cap qui au final a un impact sur les prix, c'est évident. Voilà. Ensuite, très intéressant, on a du coup 300 000 plus transactions confirmées d'événements DPP, donc de passeports de produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'ici 2030 un marché du DPP qui est actuellement estimé à quelques millions de dollars, ou oui, c'est ça, quelques dizaines de millions de dollars peut-être. Eh bien, il sera estimé d'ici 2030 à 1,78 milliard de dollars. Donc, on est sur quelque chose, le marché du DPP, en fait, de la supply chain, tout simplement. Enfin, on dit DPP, mais en fait, c'est la supply chain. C'est mettre un code barre sur un produit pour avoir les informations du produit sur la blockchain. C'est tout simplement, c'est ça. On appelle ça DPP, mais globalement, vous avez ça en tête, vous avez compris ce que c'est. Et donc, fini la contrefaçon, fini les informations trompeuses, plein de choses de ce calibre-là. Mais là où c'est intéressant, c'est surtout qu'on prévoit de ce marché une explosion vraiment nucléaire, bien moindre, bien sûr, que celle du RWA, mais quand même pour un marché de la supply chain, on rigole pas. Donc là, implicitement, on prévoit de la part en fait des institutionnels, en tout cas c'est les chiffres que sortent les institutionnels, analyses statistiques, tout ça, sur le marché du DPP, les mêmes qui ont fait les statistiques sur le RWA. Donc vous avez Boston Consulting Group, DNV, tout ça, qui ont fait ce genre d'analyse. Et donc déjà, BitChain, moi je rappelle rapidement, bon, vous avez compris, mais déjà c'est la clé de l'architecture, c'est le modèle, donc BitChain, VTHO. Donc tout se joue à ce niveau-là. Donc, BitChain, c'est vraiment la réserve de valeur, ça génère du VTHO, du moins ça générait du VTHO, mais aujourd'hui, vous le stakez et vous générez effectivement du VTHO toujours avec le modèle Stargate. Et le VTHO, c'est le carburant. Et ça, c'est très important donc à comprendre parce que au niveau du DPP, de la supply chain, c'est ce qui permet justement aux entreprises d'avoir de la visibilité sur les coûts engendrés par l'utilisation des DPP quand elles vont passer à VeChain. Voilà. Donc les partenariats, bon voilà, il y a Walmart, BMW, tout ça. Donc, aucune panne depuis 2017, ça c'est très important parce qu'au niveau des entreprises, elles ne peuvent pas se permettre d'avoir quelque chose de bancal. S'il y a une seule panne, là, c'est des milliards qui sont perdus pour les entreprises. Et donc là, autant vous dire que BitChain, s'ils sont derrière, après le fonctionnement de la blockchain qui sont en panne, c'est foutu. Donc là, déjà, c'est bon à savoir. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de risque technique, c'est là. Et maintenant, on va attaquer le dur du sujet. Parce que on voit qu'actuellement, VeChain est à la ramasse, en termes de momentum, hein, je veux dire. Par le passé, ils ont été bons sur la hype en 2021-2022 sur l'aspect de hype justement supply chain industrielle. Donc c'est pour ça que je me permets de refaire ce point-là. En tout cas pour moi, j'avais besoin de refaire le point, comprendre, pour savoir justement dans ma stratégie. Vous savez, moi, bah, je pense que tout investisseur à un moment doit mettre les choses à plat, essayer de voir un peu les fonds, où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on les bouge de façon objective, hein. Encore une fois, c'est pas forcément évident. Et donc, là, pour le DPP, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une révolution réglementaire. Donc, c'est déjà encore la réglementation européenne. De toute façon, on sait faire que ça, nous. On sait faire que ça en Europe. Bon, mais après, là, c'est une règle qui est pas déconnante dans le sens où ça permet de lutter contre la contrefaçon, ça permet de mettre de la transparence dans les produits, la traçabilité. Et encore, je dis ça, mais après, ça, on va voir la manière dont ça va être mis en place. Parce il y a transparence, transparence, quoi. On est d'accord. Bon. Donc déjà, le règlement, il dit stipule, donc le règlement EU 2014, 2024, pardon, 1781, qui oblige tous les fabricants vendant en Europe à fournir un passeport numérique. Donc vous avez compris que c'est tous les vendeurs mondiaux. Bon. Donc ils vont mettre un passeport numérique de leurs produits à partir de 2027. Donc ce passeport doit contenir l'origine, la composition, l'impact environnemental, la réparabilité, la recyclabilité des produits. Voilà, donc c'est pas une option, c'est une obligation légale. Donc là où c'est intéressant, c'est que nous, on va avoir déjà les premiers effets de cette loi, en gros, dans l'Union européenne, eh bien en juillet 2026, dans quelques mois. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le registre central de l'Union européenne qui sera lancé, et donc VeChain et Record, déjà, on sait qu'on a 300 000 eh bien, events traités au niveau de l'AMRC, c'est-à-dire le marché justement de régulation de tout ça là. Après, je sais plus ce que c'est exactement, mais grosso modo, c'est ça. Donc là où c'est intéressant, c'est que ça, en fait, on va commencer déjà.
à avoir les premiers effets, voir si on a vraiment un VChain qui, au niveau des statistiques, moi j'essaierai de surveiller ça, fait booster notamment le nombre de transactions, par exemple. Et oui, c'est là où ça va être l'heure de vérité en fait. Est-ce qu'on a vraiment une réglementation qui entraîne eh bien des impacts sur VeChain ou alors finalement il se passe rien quoi. Donc on va voir ça. Parce qu'après, de toute façon ça va être on va dire échelonné dans le temps, parce qu'on a en février 2027, on aura les batteries qui seront concernées, donc batteries obligatoires. Donc toutes les batteries vendues donc dans l'Union européenne eh bien, devront, voilà, être soumises à cette obligation. Ensuite, en 2027, on aura aussi tout ce qui est textile, meubles, pneus. Donc, en fait, c'est tout le secteur textile, c'est un marché à 300 milliards d'euros par an. Et ce qui est intéressant, c'est que Vetchen fait déjà du textile avec Lululemon en Chine. Donc, ça, c'est intéressant, même pour anticiper derrière si Vetchen arrive à conquérir le marché de l'Union européenne, et c'est bien parti pour être le cas, parce que c'est les seuls, clairement, qui font ça dans l'Union européenne. Peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont été sélectionnés, il y a que quoi. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même anticiper, envisager un marché mondial, parce que si l'Union européenne met ça en place et que c'est efficace, après, voilà, c'est pour ça que je dis, il faut être prudent, on va voir ce que ça donne. Si ça va être vraiment efficace. Mais si c'est efficace, tout porte à croire que la Chine va prendre modèle, en fait. Et ça, c'est quand même, les politiques devraient là poser des questions quand même, parce que c'est la Chine qui va peut-être prendre l'exemple sur l'Europe. Bon, donc quand on passe, on voit le temps que passent les politiques à taper sur la Chine et sur le régime communiste, ça donne à réfléchir. Bon, donc voilà, 2028-2029, on a l'acier, l'aluminium, l'électronique. Donc là, c'est vraiment toute l'industrie qui est concernée. Et enfin, en 2030, on aura la quasi-totalité des produits physiques qui seront concernés par le marché du DPP. Donc vous avez compris que si Vitchen, en fait, ils sont leaders là-dedans, mais là, ça va être quelque chose de démentiel. Encore une fois, là, on est sur la théorie, mais sur de la théorie concrète, puisque Vetchen est déjà sélectionné avec Record comme les partenaires officiels, justement pour permettre la mise en place du DPP au sein de l'Union européenne. Ah, c'est pas comme s'ils étaient dans le marché du DPP en tant que spectateurs ou en tant que potentiels nominees, comme on dirait, vous savez, aux Oscars. Bon, voilà, non, non, ils sont dedans déjà, ils ont été sélectionnés. C'est eux qui vont faire ça. Donc après, voilà, on va voir comment ça se passe. Mais après, pourquoi? C'est unique pour VeChain. Donc là, il y a une demande incompressible. Donc effectivement, non-conformité, déjà, c'est pas de marché européen. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc chaque DPP, voilà, traité consomme du VTHO généré en détenant du VeChain. C'est là où ça commence à être très intéressant, c'est que imaginez toutes les entreprises, là, le marché potentiel démentiel et que ça représente derrière en termes de burn de VTHO au niveau du VChain. Donc là, on va avoir une explosion de l'écosystème, en fait, si ça se passe bien. Ensuite, c'est le premier sur le marché. Effectivement, VChain Record, c'est les premiers fournisseurs de production ready, c'est-à-dire qu'ils sont prêts avant les échéances AMRC. Donc Boeing, Rolls-Royce, BAE Systems. Bon. Donc, c'est les seuls, tout simplement, avec Record. Mais Record n'est pas sur la blockchain. Record, c'est un pont, encore une fois, entre la MRC et VeChain. C'est les seuls à être capables de fournir tout ça, de répondre aux besoins de cette norme. Ensuite, il y a l'effet global. Donc, le DPP s'applique à tous les produits vendus en Union européenne, quelle que soit leur origine. Donc, c'est le monde entier qui va être concerné. C'est-à-dire que en fait, il va y avoir deux choses. C'est soit le monde va éviter l'Europe comme la peste, ça, c'est quelque chose vraiment, je vous dis, à ne pas sous-estimer quand on voit la débilité toutes les normes, en fait, c'est trop. Donc, je pense qu'à un moment, ça arrivera tôt ou tard. Mais comme le DPP, c'est quelque chose qui améliore, c'est une révolution de la supply chain, je pense que le monde entier devra s'y mettre, dans tous les cas, pour favoriser tout simplement les rendements liés à la production, la qualité, le suivi, simplement logistique des produits, tout ça. C'est trop révolutionnaire. C'est en fait le DPP, ce n'est rien de moins que la tokenisation de la supply chain, hein, si je vous fais la traduction, au final. C'est ça. Donc, c'est beaucoup trop utile. C'est comme Hondo Finance pour la finance, quoi. Bah, là, ce sera VeChain pour la supply chain, tout simplement. Et donc,
effectivement, là, on parle vraiment de quelque chose qui peut donner le ton au niveau mondial. Et comme Vitchen, bah, ce sera déjà, si je me projette dans le temps, hein, en positif, on va dire, eh bien, ils ont prouvé qu'ils sont les leaders au niveau de l'Union européenne. Et ben, il est fort possible, probable, que le monde entier se calibre sur Vitchen pour justement l'aspect de DPP. Voilà, on part en vrille, hein, clair. Donc après, il y a le paradoxe anticyclique. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est en crise économique, les États ont encore plus besoin du DPP pour tracer les ressources, lutter contre la fraude et récupérer des taxes. Malheureusement, les taxes, c'est malheureusement, mais dans un système qui est sain, à récupérer des taxes contre les fraudeurs, c'est bien. Ouais, voilà, je suis à fond moi, pour ça. Mais dans un système qui est déglingué, bah non, là ça va être encore plus de moyens d'essorer des citoyens qui sont déjà bien essorés, quoi. Ouais, donc encore une fois, tout est question de l'outil qui existe et de qu'est-ce qu'on fait de l'outil. Donc le SPR ne sera pas annulé par une crise, elle sera accélérée. Voilà. Moi, c'est ce que je vois, c'est que avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, je ne serais pas étonné qu'on ait un effondrement. Alors, c'est peut-être dramatique, je suis désolé, caricaturel, enfin voilà, caricatural, mais au niveau de la crise énergétique, c'est-à-dire quand on a vu la crise, l'invasion de la Russie sur l'Ukraine en 2022, on a vu les impacts que ça a eu au niveau de l'inflation à cause des coûts de l'énergie juste derrière. Bon, donc ça a été, bon, ça a mis le pays quand même, la France et l'Europe dans une situation quand même très inconfortable, hein. Et je suis gentil quand je dis ça, je pense. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est au moins fois 10 par rapport aux conséquences de la Russie et de l'Ukraine, hein. Je pense que soit on se rend pas compte, ou la majorité des gens ne réalisent pas ce qui se passe, mais là, en une semaine, on a eu des conséquences directes sur l'énergie qu'avec la Russie, on avait mis 6 mois à atteindre. Là, on l'a fait en une semaine. Notamment, on a vu le prêt à la pompe. En 3 jours, on a fait du 50% à la pompe. Même en Russie-Ukraine, enfin, même en 2022, on n'avait pas eu ça. C'était échelonné sur 6 mois, un an. Voilà, pour donner l'impact énergétique. Et comme ça, après, franchement, j'espère que ça va se solutionner, ou alors que Trump va retirer les troupes de l'Iran, ou que l'Iran va, enfin, voilà, mais je pense que c'est mal parti quand on voit, et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est mal parti. Ils prévoient simplement d'envoyer des troupes. Là, ils parlent déjà d'envoyer des troupes sur le terrain, quoi. Bon, donc s'ils font ça, c'est qu'ils prévoient pas de reculer, au contraire. Donc, c'est ça qui me fait dire, en plus de l'aspect des infrastructures pétrolières qui ont été touchées, bah, même si on rouvre les détroits mais qu'il n'y a plus de production pétrolière, bah ok, mais ça sert à rien en fait. Voilà. Donc c'est tout donc on va assister à un choc pétrolier, même je pense 1973, ce sera de la gnognotte à côté en fait. Et là, dans une situation dans laquelle on est, voilà, je serais pas étonné qu'il y ait des conséquences vraiment majeures et catastrophiques plus sur l'Europe. Sur le monde, hein, mais sur l'Europe en particulier, parce que nous, on n'a plus le gaz russe, ou du moins, on risque de plus l'avoir. Et les États-Unis, bah, faut pas rêver, ils ont du mal peut-être à se fournir eux-mêmes quand on voit qu'il y a de l'inflation également sur l'énergie aux États-Unis, alors qu'ils sont quasiment en autosuffisance. Voilà, faut faire rêver quand même. Bon, on peut en revenir ensuite pour continuer à VeChain. Voilà, j'ai voulu refaire le point sur VBTR-DAO. Donc, il faut savoir qu'on a 2,44 millions de holders de B3TR. Quand même bah, énorme, dont 278 000 avec plus de un token. Voilà, parce que effectivement, si vous avez une personne, un token, voilà, ça sert à rien en fait. C'est des fantômes, des bots. Donc, vous avez voilà, plus de allez, 2 200 000 vraiment de vrais holders qui ont utilisé au moins l'application. Ensuite, vous avez 73,6 millions de transferts event, c'est-à-dire en fait de transactions, d'activités on-chain réelles. C'est comme les 300 000 DPP voilà, event, c'est pareil, c'est le même principe, c'est une transaction réelle. Ensuite, il y a plus de 50 dApps désormais qui sont actives, avec le prix du B3TR qui est à moins 80, ce que je vous dis tout à l'heure, à moins 95% depuis l'ATH, c'était 0,25 dollars. Et c'est ça, je pense, là aussi, qui a fait fuir, notamment peut-être qui n'attire plus vraiment les investisseurs, les utilisateurs de la plateforme, parce que ok, vous pouvez gagner du B3TR, mais pour gagner 12 centimes, enfin même pas moins d'un centime
par token, ça sert strictement à rien, hein, faut le dire. Voilà. Donc, et l'utilisateur, majoritairement, plus de 1 million d'utilisateurs utilisent Mugshot plus Greencard. Donc, apparemment, alors, c'est non confirmé parce qu'en fait, c'est ce que disent les plateformes. Donc, il faut faire attention avec ça. Encore une fois, prendre des pincettes, mais quand même, on n'est pas loin, je pense, de ça. Et donc, objectif de 2030, c'est d'avoir 1 milliard d'utilisateurs. Bon, franchement, je pense que ça, ils rêvent, quoi. Donc, soit il y a quelque chose de prévu, il y a un plan d'action pour justement atteindre 1 milliard avec des partenariats de malade mental, avec des grosses sociétés, type, je sais pas moi, mais Amazon, voilà, enfin, pour justement permettre aux gens de toucher un maximum de personnes. Est-ce que ils vont pas coupler ça? Moi, je me pose la question aussi avec DPP, c'est-à-dire que le passeport de produit, genre, il y aura quelque chose de fait avec ça. Mais en tout cas, pour viser 1 milliard de personnes d'ici 2030, franchement, enfin, et c'est même pas viser 1 milliard de personnes, genre au niveau marketing, qui voient l'application et qui se disent, ouais, est-ce qu'on l'utilise ou pas? Non, non, c'est vraiment 1 milliard d'utilisateurs. Ah, c'est chaud. Alors, plus ambitieux que ça, je pense, vous avez pas. Bon. Donc, les plateformes les plus utilisées, c'est Greencard, Mugshot, BYB, 40 Ocean, Unify et Westify. Donc, tout en lien avec aussi l'écologie, de près ou de loin. Et donc, le vrai rôle de VBetter.DAO, si on fait le résumé, c'est pas d'être un catalyseur de prix pour VeChain, pas du tout à court terme. C'est vraiment parce que voilà, le B3TR à moins 95% le prouve, mais il positionne VeChain notamment comme la blockchain ESG de référence en Europe. Donc c'est là où je me demande si en fait VBetter.DAO c'était plus, peut-être qu'en fait au final, VeChain l'a même pas fait pour réellement l'écologie. Alors, si quand même, je peux pas dire ça, je suis pas dans leur tête, mais en tout cas, c'était peut-être aussi une stratégie justement pour attirer enfin, les autorités, notamment européennes ou les entreprises, dans l'aspect de référence ESG. Parce que VeChain, du coup, est la seule blockchain à avoir à la fois l'aspect supply chain et à la fois également l'aspect bah, justement ESG, tokenisation des actions de la vie réelle, écologie, enfin tout le baratin qu'on connaît, hein, vous savez, sur tout ça. Voilà, et donc ça renforce la crédibilité institutionnelle pour les appels d'offres. En fait, DPP, voilà. Donc je me demande si déjà depuis le début, ils n'avaient pas ça en tête. Alors si c'est ça, franchement, je leur dis chapeau, parce que là c'est une stratégie quand même. Ils ont mis ça sur des années. S'ils arrivent à conquérir le marché du DPP et à faire tout péter après derrière au niveau de la blockchain, supply chain, franchement, je leur tire une révérence de malade mental, parce qu'ils vont renaître de leur cendre, ça va être le phénix, hein, clairement, et puis ils vont tout pulvériser, quoi. Et il n'y a pas d'autre terme. Voilà. Et effectivement, pourquoi? Parce qu'un fabricant, là, choisira la blockchain qui fait partie de l'écosystème ESG Union Européenne. Avantage compétitif, réputationnel. Voilà. C'est, peux me tromper, hein, voilà, je suis pas devin, encore une fois, je vous le dis, juste là, je suis en train de poser, je suis pas en train de vous dire, machin, je vous dis, aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est là, et demain, on pourra aller vers là-bas, alors, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Après, chacun fait son opinion, hein, par rapport à ça. Moi, je me suis fait la mienne. Et je vous dirai après en conclusion, bien sûr, qu'est-ce que je fais. Après, donc, target, voilà, clé tokenomique, parce que le point négatif de VeChain, c'est les 87 milliards de tokens. C'est beaucoup trop. En fait, ça, 87 milliards, vous pouvez pas aller au-dessus d'un dollar, en fait, si on regarde. Parce que si vous êtes à 1 dollar ou 2 dollars, ben, s'il n'y a pas de réelles actions derrière, notamment comme le DPP ou autre, vous mettez VeChain en top 5, en fait. Donc, par rapport au Bitcoin, par rapport à ce que représente les flux de transactions Ethereum, ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est désolé, hein, mais c'est mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc, soit, effectivement, avec les DPP, vous avez le nombre de transactions, de flux, qui font que là, ok, on peut tout péter. Et là, avec malgré les 87 milliards, on est bon. Là, on peut arriver à 1 dollar, 2 dollars et continuer par la suite. Soit vous avez un autre système, et c'est là aussi, ils ont pensé à ça. C'est-à-dire là, c'est le projet Stargate, c'est la clé tokenomique, tout simplement, qui verrouille temporairement
l'offre circulante de VeChain. Donc là, le staking de Stargate, c'est quoi? Bah, c'est verrouillage des VeChain temporaires de 9 milliards. Donc déjà, on n'est plus à 87 milliards de tokens en circulation, on est à 87 moins 9. Voilà, donc 78 milliards. Et donc, l'objectif, en fait, de Stargate, c'est d'atteindre déjà, d'après la fondation VeChain, les 28 milliards de VeChain stakés, ce serait optimal. Voilà, et là, ce serait pas déconnant. On fait baisser, en fait, la supply, pardon, de VeChain autour des 50-60 milliards. Et déjà, au niveau du market cap, eh ben, ça a propulsé le prix du jeton VeChain. Donc vraiment, je trouve que quand on prend du recul et qu'on se base sur le marché du DPP, pourquoi ils ont fait tout ça, bah au final, il y a une logique. Parce que c'est vrai que moi-même, je me suis posé la question au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec leur truc VBTR? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi en plus ils font après Stargate? Ok, c'est pour lancer la tokenomics, mais quel est le lien entre la VBTR DAO et le projet Stargate? On met pas le lien. Et là, avec le projet DPP, et quand on fait le lien, effectivement, il y a une logique. Bon, donc ça colle là. Et donc j'ai l'impression que le DPP, c'est la dernière pierre angulaire de la maison qu'ils veulent construire, la fondation Veichen, là, en fait. Je peux me tromper, hein, encore une fois, je peux me tromper, mais ça paraît plutôt logique. À voir, est-ce qu'ils ont peut-être pas fait exprès, moi qui extrapole, je sais pas. Bon, voilà. Mais intéressant en tout cas. Bon. Donc du coup, effectivement, burn de 100% des VTHO, donc destruction de gaz, hausse de la demande en VeChain, forcément, proportionnel, vous voyez, aux transactions DPP. Pareil. Le burn Xnode NFT, donc là on parle de la réduction de la supply VeChain permanente. Effectivement, parce qu'il y aura aussi un burn qui sera irréversible, mais ça c'est une mécanique qui va être mise en place peut-être. Là, il faut voir avec les prochaines mises à jour. Je crois, hein, je crois que c'est avec les prochaines mises à jour, ce sera mis en place. Donc là, on parle aussi de quelque chose d'intéressant qui pourra impacter directement la supply de VeChain. Et enfin, les transactions en DPP, où là, ce sera une consommation en VTHO qui sera obligatoire. Donc là, on aura un impact plutôt sur le VTHO. Mais bon, ça va faire grossir l'écosystème, donc les fabricants auront peut-être intérêt à plutôt acheter du VeChain, à le staker pour produire du VTHO, et ainsi de suite. Donc, on aura mécaniquement forcément un impact sur VeChain. Voilà. Bon. Donc, enfin, alors après là, c'est les projections de prix VeChain. Bon, là, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. D'ailleurs, je l'ai mis, la contrainte incontournable, c'est 87 milliards de tokens pour 1 dollar par VeChain. C'est un market cap, donc 87 milliards. C'est Ethereum aujourd'hui, voilà, c'est Ethereum aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, compris quoi, Ethereum, gros ponte que c'est simplement pas possible. Voilà, et donc quand on était à 0,28 dollars, le market cap était à 18 milliards. Donc, c'est chaud quoi, c'est chaud. Donc, il faudrait vraiment qu'il se passe soit que le marché des cryptos en général explose, c'est-à-dire on fasse un x10, et là VeChain, ben, logiquement, il suivra la tendance, et donc forcément, il collera autour des 1 dollar avec en plus ce qui se passera, mais sinon, impossible. Et donc, tous ces scénarios en 2030, voilà, avec tous les catalyseurs et tout, donc si on n'a pas de bull market et qu'en plus on n'a pas de DPP, bah vous laissez tomber VeChain. Je suis dur, hein, mais c'est mort, en fait. Voilà, parce qu'en plus, s'ils ont mis une logique et qu'ils n'arrivent pas à la finalité, bah tout ce qu'ils ont mis en place va s'effondrer, quoi. Donc ça, il faut vraiment, je pense, que vous le preniez en compte pour VeChain, même si ça fait pas plaisir, parce que, bah, comme moi, je suis un investisseur de longue date hein, sur VeChain depuis 2020-2021. Ça fait chier quoi de me dire bon je mets billes dans un truc au final ça se casse la gueule quoi. Bon, et ben ça voilà il faut l'envisager que il y ait des voilà il y ait des appels d'offres et que finalement c'est le marché IBM ou d'autres entreprises qui se positionnent sur ce marché et qui finalement écrasent VeChain par la concurrence. Ça, pour le moment, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que bah, VeChain est déjà en partenariat avec Record, a également la licence Mika, je vous rappelle, ça c'est très important, et en plus est sur la sphère ESG, donc c'est la seule blockchain au niveau mondial qui est capable de mettre en place tout ce qu'elle a mis avec le DPP, tout ça. Voilà. Donc je pense que cette probabilité-là,
c'est une probabilité effectivement plutôt faible. D'ailleurs, regardez, probabilité, j'ai mis 30%. Voilà. 30%, c'est... Et encore, peut-être, j'ai été gentil, quoi. Peut-être plutôt 25% de probabilité. Bon, à ce peu-là. Mais si c'est ça, ben, le projet, il est mort, hein, laissez tomber. Ensuite, là, moi, effectivement, 5 à 10% du marché DPP. Ça, déjà, c'est propre. Ça, moi, je pense vraiment qu'on va y arriver. Alors, j'ai mis probabilité de 35%, mais c'était plutôt 50. Pour moi, c'est plutôt 50%. Parce que, bon, bah, on est parti pour, en fait. C'est les seuls qui font ça, là. Ils sont déjà annoncés de le faire. Donc là, on partirait sur un 0,08, 0,20 dollars d'ici 2028-2029. Donc en fait, on repartirait tout simplement sur des anciens ATH d'à 0,20 dollars. En plus, il y a un bulle sympa au milieu si Bitcoin explose. Enfin bref, voilà. Mais après, je dis ça d'ici 2028-2029, hein, parce que si on a le bull run qui se redéclenche là, 2026-2027, bah, peut-être que Bitcoin atteindra ses prix. Voilà, parce que en plus, ce sera associé avec peut-être dès 2026, on aura des premiers retours sur les DPP là, de juillet 2026. Et 2027, on aura effectivement les premières obligations sur les batteries, là, je crois, comme je vous le disais. Voilà. Après, bon, le scénario bulle, bon là, 20-30% du marché DPP, donc là, on passe entre 0,25 et 0,5 dollars. Et vraiment, c'est le standard mondial officiel. Voilà, je me suis emballé. 1 dollar, 3 dollars. Mais bon, là, il y a peu de chances que ce soit d'ici 2030. Clairement, si on en arrive là, ce sera pas avant, je pense, voilà, 2035, 2040, sur le standard mondial officiel. Après, les prix, encore une fois, j'ai mis ça pour donner un ordre de grandeur de catalyseur, mais je ne sais pas. Autant les prix, on sera à 10 dollars, hein. C'est parce que si VeChain devient une référence incontournable dans les DPP, bah, très rapidement, ils vont débloquer d'autres marchés, d'autres continents, et là, ça va exploser. Donc là, et en plus, si en parallèle, on a un bull run massif lié à la valeur refuge du Bitcoin, donc le Bitcoin explose à la hausse entre 500 000 et 1 million de dollars, comme je vous le disais, toujours pour 2030, bah derrière, ça va forcément impacter les altcoins. Donc on aura bull run, VeChain, de la tokenisation des, de la supply chain, plus bull run systémique lié au Bitcoin, plus explosion de la narrative DPP. Voilà. Donc tout ça fait que personnellement, comment je vois les choses, voilà, donc parce qu'il y a des risques. Donc les risques critiques, c'est le supply de 87 milliards. Comme je vous disais, sur le mur mathématique, il faut faire, on ne pourra pas aller à 1 dollar sans vrai catalyseur et sans explosion du marché de market cap crypto en général, c'est impossible. On a en plus le B3TR, donc du coup c'est un problème pour la plateforme VBTR DAO, donc la plateforme est en train d'être un peu délaissée en ce moment. Donc est-ce qu'il n'y aura pas des impacts sur la vision également ESG? Je sais pas, hein, vraiment, voilà. La concurrence, bon, on n'y est pas encore, hein, mais il faut savoir que VeChain quand même ne sera pas le seul acteur dans les DPP. Il faut pas rêver, il y aura d'autres acteurs qui vont essayer de choper le marché. Donc après, ce sera à VeChain de rester dans la course, quoi. Il doit rester leader, ils sont déjà leaders. Le narratif qui est plutôt faible, supply chain, parce qu'en fait, il n'est pas du tout, moi je m'en rends compte, hein, le narratif VeChain, il n'est pas du tout supply chain mis en avant aujourd'hui. On a le RWA, on a l'IA, mais on n'a pas le supply chain. C'est trop hors scope, c'est trop hors retail ça. Là, on est dans l'expertise en fait. Et après, on a voilà, staking de Stargate, ben, on va voir si ça joue le jeu jusqu'à 28 milliards de VeChain ou plus. Ça, c'est rien n'est joué. Et voilà, et aucun projet, effectivement, n'a DPP plus VBTRDAO plus Mika plus Stargate simultanément. Donc c'est pour ça que c'est là que VeChain, pour moi, c'est la seule blockchain vraiment qui aligne tout ce qu'il faut pour justement mettre en place la supply chain à un niveau maximal DPP au niveau mondial. Voilà. Donc, on va voir. Donc la conclusion, c'est que moi personnellement, mes billes, je les sors pas du projet. Et je vous dis ce que j'ai fait. Je vous dis pas qu'il faut faire pareil, hein. Encore une fois, voilà, faites-vous votre propre opinion. Il y a des inconvénients, il y a des risques comme je vous l'ai montré, il y a des gros risques.
c'est-à-dire même que le projet il meurt, clairement. Mais le ratio risque potentiel, quand même, sont plutôt en faveur pour moi du potentiel actuellement, vu ce qui a été construit et vu ce qui reste à construire. En fait, ils sont sur les rails, là, les chaînes sont sur les rails. Voilà. Mais par contre, j'ai décidé de pas mettre plus de billes. Voilà. C'est-à-dire que le capital frais que je dégage, notamment en ce moment, ben, je ne le mets pas dans VeChain. Voilà. Je le mets dans des projets qui sont plus attractifs en termes de narratif. En tout cas, sur le moyen terme. C'est-à-dire un narratif IA, un narratif, bien sûr, RWA. Chose que VeChain ne répond pas du tout en ce moment, pour vous dire. Après, libre à vous, bah, quand même d'allouer du capital frais, mais en prévision du coup que ça se passe bien pour le DPP, donc à ses risques et périls entre guillemets, et à condition que ça se passe bien quoi. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour vraiment mis à plat là du projet VChain. Ça faisait un moment que ça me démangeait, mais j'avais pas le temps de le faire. On me dit allez, il faut que je le fasse, c'est important. Et puis du coup, je vous partage tout ça en même temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. Bon, c'est quand même du taf, hein, après, voilà. Mais je trouve que c'est sympa, quoi. C'est sympa, il faut aller le faire, et ça permet d'avoir un autre œil sur le projet. Quand même, plus objectif en tout cas, et plus être dans l'émotion on kiffe le projet parce qu'on kiffe, en fait. Voilà, c'est ça surtout le plus important. Bon, sur ce, bah, allez, c'est parti, je reprends tout avec notamment bah, la vidéo et je passe à la suite. Ouais, parce que je passais un bon moment à sur VeChain, donc je vais continuer avec le RWA, bah, vous savez comme d'habitude, et notamment avec Ondo Finance. Hop. Donc Ondo Finance, voilà, bah, ça y est, eux ils ont encore annoncé, ça y est, qu'ils continuent de conquérir le marché de la tokenisation des actifs, hein, des actions boursières et des ETF également, puisqu'ils ont annoncé 60 nouvelles actions boursières et ETF disponibles désormais sur la blockchain, notamment sur Global Ondo Market, avec notamment bah, des grosses boîtes, hein, comme vous voyez Galaxy Digital, VinFast Auto, Western Digital, donc il y a des banques, comme vous pouvez voir ici, Fidelity, donc des fonds Solana de Fidelity, Computing Quantum, enfin également les gaz, hein, comme vous pouvez voir ici, US Natural Gas Fund, la Vanguard, enfin tous les ETF que vous pouvez voir ici. Donc ça rigole plus là. Donc là, et donc on voit que vraiment il y a un marché, la tokenisation des actifs par Ondo qui est en train d'exploser, tout simplement en termes de services et en termes même d'utilisation. Et donc c'est pour ça que je continue et on voit que Ondo Finance continue de pulvériser les records, notamment même au niveau de la TVL. Donc je vais remettre ça à jour. Et c'est assez édifiant quand même ce qui se passe. Regardez, donc là on est je vous montre donc au niveau de la TVL à 2,71 milliards en fait de TVL bloqués ici. Donc on voit qu'on est à quasiment un nouveau record. Voilà, on est à 2,74 milliards au 20 mars et là on a 2,71. Mais on voit qu'on est sur un palier, un TVL de barbare hein, quand on voit ça. C'est l'opposé de Vitchen, hein. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est ça quoi. C'est l'opposé de Vitchen, Hondo, alors que les prix suivent pas par contre. Ah, c'est là où c'est intéressant pour Hondo. Allez, je continue. Donc ça, c'était tout pour Hondo Finance. Très positif, il n'y a pas d'autres nouveautés spectaculaires dans ce sens-là, mais bon, c'est quand même incroyable ce qu'ils font. Là, je passe maintenant à Chainlink, et Chainlink, cheval de bataille de fou, hein, clairement. Je comprends pas d'ailleurs. Chainlink, pour moi, c'est le projet le plus sous-évalué du monde. Clairement, mais sur tous assets confondus, qu'on parle des actions boursières, qu'on parle même au niveau de l'IA et tout, hein. C'est Chainlink, c'est l'infrastructure générale qui est en train de faire le pont entre la finance traditionnelle et la crypto. Et la tokenisation d'actifs. Même Ondo, pour moi, c'est des petits joueurs comparés à Chainlink, pour vous dire. Et là, ils le prouvent encore une fois, parce que regardez, là, donc Chainlink, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'annoncer simplement un partenariat, donc technologique, hein, structurel, avec Amundi. Donc Amundi, je rappelle, c'est le plus gros fonds de gestion d'actifs à 2,3 trillions quand même d'euros. Donc Amundi, hein, en Europe. Voilà. Et également Spico ou Spyco, je sais pas comment on dit, qui a lancé un fonds de mutualisé de tokenisé. Encore une fois, tokenisation. Et tout ça sur Chainlink, le moteur de Chainlink. Voilà. Donc c'est un truc de malade mental. Et donc là, on voit très bien justement l'impact de Chainlink sur le finance à travers juste deux institutions, hein.
Regardez Amundi, donc 2,3 trillions d'euros d'actifs sous gestion. Top 10, Amundi, c'est juste le top 10, enfin, il est dans le top 10 des gestionnaires d'actifs au niveau mondial. Donc, il est aux côtés de BlackRock et compagnie, hein. Voilà. Chainlink, c'est 28 trillions de dollars désormais, de transactions autorisées au final, comme de value enabled, comme on peut voir ici. Donc, ils impactent 28 trillions de dollars. Je pense que c'est un des rares, derrière le réseau SWIFT bancaire, derrière Mastercard, derrière Visa, c'est la seule entreprise qui peut se targuer d'avoir autant d'impact sur autant d'actifs, autant de volume de liquidité, on va dire. Voilà. Vous avez plus de 70% de la DeFi, donc crypto, qui est sécurisé, utilisé par Chainlink. 70%. Donc même les projets crypto Solana, Ondo, machin, ils utilisent Chainlink. De malade mental. Et derrière, vous avez Spyco. Ici, c'est tout simplement la plus grosse plateforme tokenisée en Europe. Voilà. Et donc, on a déjà 1 milliard de dollars de total value locked en termes de TVL pour Spyco. Voilà. Donc, vraiment, Chainlink, et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et toutes les semaines, c'est comme ça. Mais Chainlink, c'est de la merde. Je vois ça encore aujourd'hui, parce que les prix ont chuté. Ah, mais c'est sûr, ça fait pas plaisir quand les prix chutent. Mais quand je vois ça, si je me dis, il y a un tel décalage entre la perception de Chainlink au niveau des prix et la perception des fondamentaux, je me dis, bah, au final, les personnes qui arrivent à dire ce genre de propos sans savoir vraiment comment fonctionne Chainlink, bah, malheureusement, bah, c'est normal qu'ils se prennent des claques, en fait. Parce que, et justement, c'est trop émotion, il y a que de l'émotion, là. Et donc, si vous êtes trop dans l'émotion, bah, forcément, vous prenez que les mauvaises décisions. Voilà. Donc moi, je suis même content pour vous dire que Chainlink, que les prix soient encore extrêmement sous-cotés parce que je pense que ça ne durera pas. Et quand ça va partir, ça va partir. Et quand on aura un pricing du marché réel par rapport à la valeur réelle de Chainlink au niveau de l'infrastructure mondiale, ça va faire mal. Enfin, je veux dire, ça va décoller sur la Lune, quoi. Ça va faire à la vitesse de l'éclair. Et oui, c'est logique quand on voit ce qui se passe. Bon, donc continue, hein, vous voyez Chainlink. Maintenant, je passe à Plume. Pour vous dire, je peux pas rester plus bullish que ça tellement on voit qu'on a des nouvelles de fous qui rentrent au niveau des fondamentaux. Les prix sont dégueulasses, on est d'accord, mais les fondamentaux restent extrêmement précis et sympas. Voilà. Ensuite, autre nouvelle sympa, cette fois sur Plume, toujours dans la RWA, et au niveau des rendements RWA, parce que je rappelle que Plume, c'est vraiment l'infrastructure L1, donc c'est un layer 1, hein, une blockchain de couche 1, qui est concentrée uniquement sur le RWA. D'ailleurs, c'est une des rares blockchains à vouloir faire ça. Et donc, ils ont annoncé, ça y est, que leur fonds de USCC, alors ça appartient à Super, alors ça, je sais même pas ce que c'est une autre entreprise également, mais qu'en gros, voilà, ils ont dépassé les 6 milliards de dollars de RWA de yield désormais sur les dépôts des clients. Voilà, donc on voit que ça explose pour bah, justement leur partenariat avec Etherfi et Nest notamment sur Plume. Et donc, bah, ça, je vais le retranscrire directement, ça se voit sur le site rwa.xyz, notamment au niveau, vous voyez, du projet Plume, et ça explose effectivement, on voit, ça se retranscrit dans la distributed asset value, puisqu'on a plus 67,17 millions de dollars, pardon, sur les 30 derniers jours. Et regardez effectivement quand on prend bien le graphique, on voit que les dernières explosions nucléaires liées à la distributed asset value sont liées à Ondo comme par hasard, toujours Ondo qui explose, hein, mais également Anemoy, donc token, et vous avez également Nest Credit quelque part par là où on voit qu'il y a une augmentation également d'utilisation. Voilà, donc ça reste intéressant. Plume, c'est un projet risqué. Donc là aussi, je ferai le point derrière, je fais un petit PDF global de conclusion pour tous les projets, je vous montrerai après. Un peu à la manière de VeChain, mais beaucoup moins approfondi, plus résumé, bien sûr. Pas le temps de, je n'ai pas le temps de tout faire, hein, c'est impossible. Donc je sélectionne, mais voilà. Donc c'est plutôt positif sur les chiffres sur Plume, excepté quand même, voilà. Moi, ce qui m'inquiète sur Plume, c'est la perte de momentum sur le nombre de holders
au niveau du RWA. Regardez, effectivement, on est à moins 1,42%, alors que le reste du marché, et je vais vous montrer ça directement, du Global Market Overview, est vraiment dans le positif, surtout au niveau du nombre de nouveaux holders chaque mois. Là, on a plus 5,43%, alors que sur Plume, on est à moins 2, voilà, moins 1,50%, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose quand même qui démontre une perte d'intérêt de la part des holders simplement sur le projet Plume. Et regardez, ce qui est fou avec le Global Market Overview, eh ben, c'est que pendant que les prix dérouillent sur l'ensemble du marché crypto, regardez-moi cette courbe de malade mentale. On est à 27,35 milliards de dollars déjà de distributed value sur l'ensemble du marché du RWA en période, bah, comme on pourrait dire, de bear market au moins court terme, le sentiment de marché catastrophique, de géopolitique massacrée et de tendance financière qui est à la chute, donc sur tous les niveaux. Et donc là, on a plus 9,69%. Donc, ça ne connaît pas la crise, le RWA ne connaît pas la crise malgré le contexte. Incroyable. Donc, je continue, je passe maintenant à Ripple et au XRP. Donc là, ça y est, Ripple a annoncé qu'ils étaient full machine sur le Brésil, comme on dit, puisque ça y est, ils ont fait le résumé, ils ont fait le point, ils sont déjà à 100 milliards de dollars en fait de transactions procédées grâce au Ripple Payments. Ils ont atteint plus de 60 marchés, avec notamment les plus grosses banques du Brésil, avec Banco Genial, Brasabank, Nomad, Asifi. Ils ont également lancé récemment le CRX au Brésil. Alors je sais même pas ce que c'est. En fait, c'est un système de custody Ripple, c'est-à-dire de gardiennage, en gros voilà, de stockage je pense, d'actifs. Ils ont parlé également de la trésorerie Ripple. Donc, ils ont dépêché un système d'expertise d'audit, je sais pas, après, je n'ai peut-être pas bien compris ce qu'ils ont dit. Et le RLUSD, donc ils sont atteints 1,5 milliard de dollars de market cap en live avec Mercado, Bitcoin, Foxbit, Ripio et beaucoup plus. Voilà, donc on voit que tout simplement, enfin le résumé en rapide, c'est que le marché brésilien est en train de se faire exploser, non, par Ripple, donc c'est que voilà, le XRP est en train de conquérir le Brésil, l'Amérique du Sud, tout simplement. Voilà. Donc c'est très positif tout ça. Pour XRP, cointribune.com, là je passe aux articles. Donc le XRP pourrait bientôt franchir un cap historique en matière de confidentialité. Donc on voit que là on retrouve vraiment la même démarche que Chainlink, vous savez, avec leur CCIP, leur technologie, où justement ils permettent à travers la blockchain, qui est normalement de base censée être un audit public quelque part, de transactions, mais forcément, bah, ça pose des problèmes à un niveau institutionnel. Quand vous avez la volonté de cacher des contrats, ou quand vous avez la volonté de faire des transactions bah, hors radar du retail, parce que vous n'avez pas envie que bah, tout le monde sache ce que vous faites, en fait, au final, de vos comptes. Et puis en plus, il y a des entreprises avec de la sensibilité dans la défense, dans plein de trucs. Vous pouvez pas faire non plus dire, eh ben, on fait tout ça. Et on paye tout ça et on fait tout ci. Bref. Donc c'est pareil, XRP est en train de suivre l'exemple de Chainlink en termes de confidentialité de transaction. Donc là, on se réfère à quelque chose qui va être explosif, parce que par exemple, ce que le réseau Swift bancaire, bah, eux, ils sont confidentiels, ok, sur certains plans, mais ça a un coût. Alors que là, XRP est en train de mettre en place quelque chose avec une confidentialité comme Chainlink, hein, clairement, c'est le même principe, mais bien sûr, le coût sera beaucoup moindre. Donc on atteint des standards au final d'interopérabilité et d'utilité au niveau des projets crypto qui ont les mêmes standards de confidentialité pour institutionnels que la finance traditionnelle au niveau de l'élite financière, mais à des coûts bien plus moindres, bien moindres et bien plus efficaces. Voilà. Donc, on est en train d'assister vraiment en temps réel à la révolution financière massive jamais vue dans l'histoire et avec le pricing le plus dégueulasse au niveau mondial sur les marchés. Parce que les prix vraiment sont dégueulasses, quoi. Faut le dire, c'est clair, faut le dire. Donc, je pense que quand il va y avoir un rattrapage, et tôt ou tard, quand, bah, ça c'est la question à 1 million de dollars, hein, bien sûr, personne ne sait, mais quand il y aura un rattrapage, ça va faire mal, ça c'est sûr. Voilà. Je passe aux actualités crypto, vous avez vu, mais bon, pour le RWA, moi, je compte bah, ultra bullish, c'est même pas moi qui le dis, je suis de lire la courbe sur RWA.xyz, elle est en linéaire, en ligne droite, vers le haut, le RWA ne connaît pas la crise, en termes d'adoption et d'utilisation au quotidien.
Donc maintenant, je passe à journalducoin.com. Mastercard mise 1,8 milliard de dollars sur les stablecoins en achetant la startup BVNK. Voilà, donc on voit bien que aujourd'hui, il y a aussi le combat des stablecoins continue d'être sur la place. Le RWA, je rappelle, c'est aussi le marché des stablecoins. Donc on voit vraiment qu'il y a une bataille qui est en cours. Maintenant, pour conquérir pour les plus grosses entreprises au niveau mondial, le marché du RWA. Je continue cette fois avec là, très intéressant, ben justement, ça, par le lien aussi avec l'arrivée de VeChain dans le marché de l'Union européenne, eh bien, c'est l'adoption de la crypto, tout simplement du trading, mais également de gardiennage, en fait, de services, de la part des plus grosses banques européennes. Et donc, vous avez par exemple, là, sur le top 20, eh bien, vous avez la moitié des banques européennes qui ont adopté ou qui sont en train d'adopter les services crypto, de près ou de loin. Notamment, bah là, vous avez le Crédit Agricole, vous avez Santander, vous avez le groupe BPCE, tout ça, Société Générale, tout ça, ça a déjà mis au moins à un niveau institutionnel des services crypto, gardiennage ou trading. Voilà. Vous avez des banques, même qui ont atteint, comme BBVA ou la groupe PCE, BPCE ou Santander, qui ont déjà mis pour leurs clients, même particuliers, la possibilité d'investir dans la crypto. C'est un truc de fou quand on y pense. Quand on pense qu'il y a 10 ans, mais ces mêmes banques crachaient à la gueule des cryptos, aujourd'hui, ce sont celles qui sont résistantes et qui adoptent le Bitcoin en période de crise et en période de bear market court terme, si je peux dire ça comme ça. Ça fait rêver quand même. Donc, je continue, ça se voit avec cryptost.fr. La bourse de Londres des métaux précieux tombe en panne, une aubaine pour la tokenisation, point d'interrogation. Donc là, ça me fait penser également, comme la semaine dernière, j'ai présenté le cas de Dubaï, malheureusement, où ils se font bombarder. Et du coup, les échanges, les avions sont au sol, donc il n'y a plus d'essences commerciaux, plus rien. Et donc, vous aviez eu une mini marketplace de l'or, vraiment que c'était mis en place à l'échelle locale avec des prix qui étaient différents du marché mondial. Voilà. Donc ça a soulevé les faiblesses, notamment de l'or physique, en cas de bazar, en fait, au niveau de la mondialisation. Et ben là, on a eu un peu la même chose, mais cette fois, c'est la bourse de Londres, carrément. Donc, la LBMA, en fait, un London Metal Exchange, ou comme on dit, qui est tombé en panne. Et donc, c'est pareil, c'est là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est-à-dire, c'est pas si ça tombe en panne, comment on fait? Et donc là, si on avait eu la tokenisation, jamais de la vie on aurait pu avoir ça, parce que la tokenisation, je rappelle, c'est la blockchain, donc il n'y a pas de panne sur la blockchain, à condition de sélectionner la bonne blockchain. Et jamais de la vie, on aurait une centralisation et un marché de l'or qui aurait été dans les mains, justement, de ce genre d'entité. Voilà. Donc là, on voit vraiment la révolution, ça met en lumière la révolution que représente la tokenisation des actifs et notamment la tokenisation de l'or. Donc je continue avec toujours cryptost.fr, historique, la SEC publie enfin une classification claire et officielle des crypto-monnaies. Enfin, un truc de fou. Vous voyez, donc les acteurs de l'écosystème crypto américain l'ont demandé depuis des années. Donc il y a 5 points. Je les ai en bas, j'ai montré, c'est très bien fait dans l'article. Il y a 5 points, il y a les matières premières numériques. Donc notamment on parle de Bitcoin, Chainlink, Ondo, XRP, voilà, qui sont considérés comme au fonctionnement programmatique d'un système crypto-fonctionnel. Il y a les objets ensuite de collection numérique, donc tout ce qui est NFT, sans rendement passif ou droit à des revenus. Il y a les outils numériques qui remplissent une fonction pratique, donc tous les abonnements, billets identifiants comme Ethereum Name Service, ENS, les stablecoins de paiement, et enfin les titres financiers numériques, c'est-à-dire les actifs tokenisés. Voilà. Donc là, donc ça y est. Donc encore une fois, je vous disais, on est à un chouïa, vraiment, d'avoir un tsunami d'argent qui va se déverser dans la crypto. Pourquoi? Parce que ça y est, on a aux États-Unis un cadre clair qui est en train de sortir au niveau réglementaire. Donc il n'y a plus que le Clarity Act, c'est-à-dire la régulation globale aux États-Unis sur la crypto-monnaie, la blockchain, et les stablecoins surtout, pour qu'on ait quelque chose de très encadré au niveau blockchain, au niveau crypto, donc on ait le feu vert pour les institutionnels pour mettre vraiment de l'argent en masse dans ce milieu-là. Et ça arrivera, hein. The flip the switch, comme on dit, arrivera, je pense, plutôt qu'on ne le pense. Je continue. Donc, cointribune.com, Moody's intègre l'analyse de crédit à la blockchain. Voilà. Faut vous dire quand même, c'est un truc de, enfin,
c'est encore un exemple, mais ça, encore une fois, on aurait eu ça, cette nouvelle, il y a 10 ans, ouah, ça aurait fait exploser les marchés. Là, c'est une nouvelle parmi tant d'autres. Presque, c'est de la daube, quoi, la nouvelle. On s'en fout presque. Je la relève quand même parce que Moody's, c'est une des plus grosses agences de notation. Alors, c'est les plus gros fraudeurs mondiaux, hein. C'est à cause, ça, notamment grâce à eux qu'on a eu la crise des subprimes de 2008. Donc, je leur tire pas ma révérence du tout parce que vraiment, on leur doit quelque chose de sympa. Mais ils comptent malgré tout comme un des gros acteurs majeurs incontournables au niveau de la finance traditionnelle. Donc, bah, quand même, c'est pas rien le fait qu'ils intègrent l'analyse de crédit à la blockchain parce qu'on va peut-être avoir la transparence. Bah oui, parce que du coup, quand on intègre ça à la blockchain, ça veut dire que derrière, il y a la transparence. Bon, après, je reste sceptique et prudent quant à ce genre d'entité parce que quand on voit ce qu'ils ont fait par le passé, ça m'engage voilà, à rester prudent sur la suite des choses. Il suffit de voir le film The Big Short de 2008 pour savoir bah voilà, n'hésitez pas à le regarder, il est super ce film, et vous comprendrez absolument tout sur la crise des subprimes de 2008 et la place justement de ce genre d'agence de notation dans dans la crise. Bref, je continue, donc là je passe aux actualités économiques et je commence directement avec le pétrole. Et regardez-moi cette courbe de malade mental. On a dépassé donc les 100 dollars, effectivement, et ça faisait on a fumé les 110 dollars, on est repassé à 112. Bon, on voit bien que là, on n'est pas dans un cadre où ça se calme. C'est même plutôt le contraire. On voit que la courbe est en train de pulvériser les records sur records en très peu de temps, et ça se calme pas. Et ça, c'est logique quand on voit en parallèle, bon, les marchés qui s'effondrent, hein. Donc là, je vous avais parlé du Bitcoin, des cryptos, le marché s'est effondré, mais pour l'instant, ça tient, ça stabilise. Je vous parle ensuite de l'or et tout, bon, là où ça se casse la gueule. Mais là, en tout cas, on voit sur les marchés financiers, effectivement, ça va pas bien du tout, puisque sur un an, bah, vous voyez, on est déjà en perte pour le CAC 40 et le S&P 500 est en train de d'effacer des gains d'il y a des 6 derniers mois. Donc, quand même pas rien. Effectivement, au year to date, là, c'est évident, c'est un massacre. Puisque regardez, on est carrément dans le rouge, quoi, sur les deux bourses en plus, S&P 500 et CAC 40. Et là aussi, ça ne faiblit pas. Donc le marché est en train de pricer tout simplement la crise énergétique qui va venir. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Si ça continue, la crise du détroit d'Ormuz, ou même si ça rouvre et qu'en fait on n'a plus d'infrastructures pétrolières dans les golfs, dans la région géographique du Golfe, c'est foutu quoi. C'est foutu parce que on parle de 25% quand même des flux pétroliers mondiaux. Donc forcément, faut pas rêver, ça va être faux. Et donc, je continue avec là, continuer sur ce sujet-là, sur ce terrain. Leséchos.fr dirait que la guerre en Iran frappe marché sous tension et renforcement militaire américain. Une nouvelle journée d'escalade au Moyen-Orient. Donc là, on est déjà en train de parler en fait d'invasion, enfin, renforcement militaire américain, éventuellement de troupes, parce que bon, les tensions restent vives à l'aube d'une quatrième semaine de conflit. L'armée américaine accélère le déploiement de milliers de soldats supplémentaires. Bon, suffit de voir entre les lignes, si vous déployez des militaires supplémentaires, bon, bah, c'est que logiquement, ce serait pour aller plus loin que juste des bombardiers, quoi. Enfin, j'ai logique, hein, après, peut-être que je me trompe, mais on se dirige, je pense, vers un conflit quand même, voilà. En tout cas, ils envoient plus de soldats, donc il y a plus de bastons, hein. C'est-à-dire, euh, 1 plus 1 égale 2, quoi. Voilà. Donc, c'est pas parti pour s'arranger, hein, clairement, malheureusement. Et puis, bah, forcément, toujours leséchos.fr, guerre en Iran, donc la facture de gaz des Français pourrait augmenter de 15% en mai. Voilà. Et là, le vrai sujet, quoi. C'est-à-dire comment ça va nous répercuter, nous. Donc là, 15% en mai, même la guerre Russie-Ukraine n'avait pas causé autant de dégâts en si peu de temps. Ça avait mis quand même plus de temps. Souvenez-vous, ça avait mis 6 mois avant qu'on ait vraiment des impacts sur les factures. Là, bah, en un mois, boum. Voilà, donc pour vous donner un peu l'explosion nucléaire que c'est déjà, et en sachant que les prix du gaz ont déjà explosé de 30% là, au niveau de la bourse, hein, je veux dire européenne. Bon, le prix à l'essence, j'en parle même pas, on est déjà au-dessus des 2 euros, je crois, dans certains endroits. Bref, voilà, donc je continue. Et pendant ce temps, la tribune.fr, on voit vraiment l'utilité de l'Union européenne. Le Conseil d'État valide l'hébergement par Microsoft des données de santé de 10 millions de Français. Ouais, on n'a rien compris, nous. On est en train d'avoir
En face de nous, l'effet de la mondialisation, le fait de plus être souverain dans rien. Résultat, vous avez l'Asie du Sud-Est qui est en train de couler, le Vietnam, Laos et tout, ils sont en train de pleurer là, et se demander s'ils vont avoir assez de kérosène et d'essence pour tout le monde là dans les mois qui viennent. Et nous, on est en train de, à l'instant là, on est en train de dire, ok, on héberge nos données chez les Américains, quoi. Putain, soyons sérieux, quoi. Donc vraiment, on est dirigé par des branques, quoi. C'est sûr, 100% là, qu'on voit ce genre de choses. Et en plus, à une période, on se fait braquer nos données dans tous les sens, cyberattaquer, tout ça, et on les donne aux Américains. Donc si vous êtes voilà, c'est dans les fichiers malheureux, bah, sachez que les Américains auront accès à vos données, forcément, Microsoft. Voilà, pas rêver. Donc voilà, ça résume vraiment parfaitement, je pense, l'illogisme et l'incohérence de nos dirigeants en Europe et surtout en France, quoi. Voilà. Et donc maintenant, je passe à l'or et c'est là où ça devient intéressant. Parce que là, on pourrait dire, mais vu le chaos actuel, l'or, l'argent devrait monter. Eh ben, c'est l'inverse. Regardez, l'or, l'argent sont en train de se prendre une dérouillée. Oh, ils se sont pas pris une déculottée aussi forte depuis très longtemps. C'est là, c'est-à-dire là, on parle de moins 10% en une semaine, hein, quasiment. On est passé de 141 000 la semaine dernière, on est aujourd'hui à 124 000. Un truc de fou. Déculottée foudroyante, quoi. Là, on parle de moins 16 000 euros d'écart en une semaine, hein. Et l'argent, bah, l'argent, c'est pareil. L'argent déculotté. On est repassé sous les 2000 euros. On est repassé à 1886 euros le kilo. On était à 2175 euros le kilo la semaine dernière. Massacre à la tronçonneuse. Donc après, est-ce que c'est la fin du monde pour l'argent? Ben non. Voilà. Mais je vais vous expliquer mon analyse, mon opinion. Voilà, je vais vous expliquer. Et du coup, je vais vous expliquer via, voilà, je fais analyse de crise là, 2026-2030, donc scénario Black Storm. Non, non, c'est pas scénario Black Storm, mais juste pour vous préciser quelque chose d'important pour moi, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'assister à une sorte de Black Swan quelque part, donc un événement noir, un peu à l'image des confinements de mars 2020, bon, qui avait provoqué le Black Swan, qui ont fait chuter les marchés en masse. On est en train d'avoir la même chose de façon quand même un peu plus prolongée, parce que les confinements de 2020, c'était très soudain, et puis après, les marchés avaient vite recorrigé. Là, on voit que c'est plus lent, c'est plus insidieux, clairement. Et donc, je pense qu'il y aura trois phases. Après, les durées, j'en sais rien. Les durées, j'ai mis ça pour, comment dire, plus pour la forme et pour donner voilà, une timeline, mais bon, c'est peut-être pas du tout ça, hein. Et donc, par contre, les phases, ça, je pense que on va vraiment, ça va vraiment être ça, c'est qu'on a la phase 1, c'est le choc. On est vraiment en choc immédiat actuellement, et donc fuite vers la liquidité. Et ce que je vous disais, c'est que quand vous avez tous les marchés qui plombent, qui prennent du plomb dans l'aile, c'est que la liquidité sort des marchés et ne re-rentre pas. Il n'y a pas de rotation de liquidité comme d'habitude. Vous voyez? D'habitude, quand on avait, par exemple, le marché crypto qui chutait, vous aviez l'or qui montait. Donc, en fait, les investisseurs retiraient leur billes des cryptos pour le mettre dans l'or. Bon. Et vice-versa. Notamment, on a eu un moment où la crypto montait quand l'or baissait. Bon. Là, quand tout s'effondre, c'est que les investisseurs sont en choc carrément financier et donc retirent pour avoir du cash. Ça rappelle beaucoup, notamment Berkshire Hathaway, donc fondateur Berkshire Hathaway, euh, qui qui est désormais sur une pile de cash massive, jamais vue depuis 30 ans, je crois. Et bien ça a été peut-être une prévision justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les investisseurs paniquent justement parce qu'on ne sait pas où on va. Bon. Ensuite, il y aura la phase 2. Donc là, on parle, moi j'ai mis 0,6 mois, mais après ça dépend, hein. Si c'est un massacre généralisé pendant un an, si on s'inscrit dans une guerre long terme, tout est possible, hein, avec l'Iran, ça va pas être 0,6 mois, ce sera peut-être plus. Ensuite, il y aura la phase 2, dégradation systémique. Bon. Et donc là, les actifs sans contrepartie souveraine, donc c'est là où le Bitcoin et l'or physique auront tendance à rebondir. Donc je pense qu'il y aura un moment, donc la première phase, tout va se péter la gueule, faut pas rêver.
il y aura pas de donc l'or et l'argent, ben, vous voyez, ont déjà commencé à dégringoler. Le Bitcoin, pour l'instant, il tient, mais je ne serais pas étonné qu'il se fasse déglinguer également dans les semaines qui viennent à cause de ça, choc immédiat, encore une fois. À moins que le Bitcoin ait déjà pricé un peu ça à l'avance, on va dire, et qu'il y ait eu une telle fuite de liquidité sur le Bitcoin que bon, en fait, ça sert plus à rien de retirer des sous là-dedans. C'est ce que je veux dire? Parce que en fait, les investisseurs ont déjà retiré leur bille de là. Mais en tout cas, l'or, l'argent, le marché boursier, on voit que ça dérouille. Après, il y aura la période, donc, c'est comme je vous disais, voilà, avec reprise, explosion donc du Bitcoin, de l'or physique, ça rebondira, j'en suis sûr. Par contre, c'est là où on verra bah, tout ce qui est les contraintes monétaires et les dettes, tout ça, où là, on va se faire défoncer. Voilà. Donc, je pense qu'on est en train vraiment bah, d'assister. Donc, en phase 2, on aura la crise énergétique en plein pot, comme en 2022 avec la guerre Russie-Ukraine. On aura une inflation de malade mental. Je pense qu'il faut s'attendre à un 10-20% d'inflation globale. Parce que bah, déjà, rien qu'avec l'énergie, on va être une inflation de 10%. Mais bien sûr, l'énergie, c'est la base. Donc après, vous avez tout le reste. Donc 10-20% facile. Et donc, c'est là où les projets blockchain avec utilité réelle DPP sur blockchain continueront de fonctionner, d'attirer les États et les entreprises parce qu'ils permettront de faire des réductions de coûts, notamment, mais il faut pas rêver, eux aussi vont se faire dérouiller sur le court terme parce que tout le monde n'aura pas le temps, n'aura pas que ça à faire de les mettre en place. Les urgences seront ailleurs. Et puis après, vous aurez la phase 3 et c'est là où il y aura les vrais gagnants qui vont émerger. Donc, je pense qu'il y aura la crypto, il y aura l'or toujours, et par contre, tout ce qui est l'euro va se faire éclater, le dollar aussi va se faire éclater parce qu'en plus, avec ce qui se passe au niveau des BRICS, la Russie, la Chine, là, voilà, l'Iran, bah, donc c'est parce que l'Iran, je rappelle, hein, fait partie de l'alliance économique des BRICS, hein, on n'en parle plus, mais bon, voilà. Et il y aura tout ce qui est les RWA on-chain vont exploser justement parce que la crise va valider les thèses long terme. C'est-à-dire que la crise va pousser vraiment les entreprises et les États à se tourner vers la blockchain, à mettre en place le DPP encore plus vite, de façon à réduire les coûts, tout ça. Voilà. Je pense, après c'est mon avis, mais je ne serais pas étonné que tout ce qui est donc Bitcoin et autres, ça va exploser, l'or aussi, l'argent, ça va exploser, et le RWA va littéralement exploser. Voilà. Donc c'est mon avis. Donc après j'ai fait les pronostics, mais là aussi ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que bon, c'est les prix quoi. On sait pas. Donc je sais même pas. Ça c'est pour moi. En fait, je l'ai fait pour moi. Je vous montre même pas. J'ai pas envie. Après, à la limite, si vous êtes intéressé, je vous le mettrai en truc, en copie, en source de la vidéo, mais j'ai pas envie de me faire non plus après attaquer là-dessus pour des prix que je voulais mettre pour moi. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, les amis, c'est pour ça, c'est ce que j'explique moi dans cette chute court terme là de l'or, de l'argent, et puis il y a aussi bien sûr le fait que les gens prennent des profits, hein. Mais c'est quand même, comme on a tous les marchés qui chutent en même temps, ça va plus loin que la prise de profit, clairement. Donc sur ce, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo, hein. Hop, je vais passer donc du coup à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. On reste positif malgré tout parce que franchement, il y a des choses positives, hein. Vous voyez, il y a des solutions. Et puis l'or, l'argent, le Bitcoin pour moi. Mais il faut juste attendre sur le court terme et ben avoir voilà, des gros mouvements de baisse parce que, comme on dit, il y a une recherche de liquidité, de cash. Les gens pensent à ressortir leur bille de ces marchés-là pour récupérer du cash. Voilà. Mais on est sur la bonne voie justement parce que ça prouve aussi que le système est en train de s'effondrer, tout simplement, le système traditionnel, et que quand il y aura un remplacement, ce sera justement bah, pas compliqué, hein, ce sera le RWA, la crypto, la blockchain, c'est déjà en cours, le DPP pour la supply chain, tout ça. Je pense, en tout cas. Voilà. Bon, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sinon, bah, à la prochaine, la bise, ciao.